Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci évidemment d'être venu assister à cette conférence de Pierre Judet de Lacombe, intitulée «Qu'est-ce que lire un texte ancien? L'exemple de la tragédie». Alors avant de présenter rapidement l'orateur de ce soir, je voudrais dire quelques mots du contexte dans lequel cette conférence s'inscrit. Je suis directeur de la Revue des études anciennes et depuis quelques mois, avec l'aide de Séverine Gara, qui est ici là, juste en face de moi, nous avons créé un blog, un carnet qui s'appelle, donc sur le format hypothèse, qui s'appelle Actualité des études anciennes. Vous aurez la référence sur le petit dossier documentaire qui va vous être distribué. Ce carnet a pour ambition de diffuser des informations de nature diverse sur les études anciennes qui vont d'une veille assez traditionnelle sur les colloques, journées d'études, autres événements relatifs aux études anciennes, également par exemple les émissions de France Culture consacrées à l'Antiquité. Donc vous voyez, on essaye de couvrir un champ assez large, et puis d'autres supports qui intéressent surtout les personnes déjà versées dans les études anciennes. Je pense à une catégorie qui s'appelle Zoom sur les revues, où nous essayons progressivement de rendre compte de manière assez rapide de ce qui sort dans les revues scientifiques, puisque c'est difficile de mener à soi seul une veille, et donc nous essayons progressivement de rendre compte au moins des revues francophones, de façon à attirer l'attention des unes et des autres sur tel ou tel article ou thème qui est abordé dans une revue. De même, autre élément, nous nous intéressons à des supports, des informations qui pourraient éventuellement nourrir des enseignements en collège et lycée, où on essaye donc de faire ce travail, par exemple sur de la bande dessinée, des romans. Voilà, donc je vous invite à aller regarder le site, vous y abonner si vous le voulez, pour comme ça recevoir régulièrement les informations que nous y mettons avec une fréquence non négligeable qui fait qu'il se passe souvent quelque chose. Et puis, nous avons essayé, depuis la création de ce carnet, de constituer une réserve de conférences vidéo sur des thèmes volontairement vastes, permettant, sur un autre support, à des personnes intéressées de découvrir des aspects des études anciennes. Donc pour l'instant, il y avait une vidéo, celle de François Lissarag, consacrée à la question de l'image, conférence qu'il était venu faire il y a un an. Donc là, nous allons avoir la conférence de Pierre Judet de Lacombe, et au printemps, là, une conférence de Claude Aziza sur le péplum. Vous voyez, on essaye donc de varier, et progressivement, nous espérons comme ça accueillir une série de conférences qui permettra d'aborder des thèmes très vastes que recouvre la notion d'études anciennes. Voilà. Donc maintenant, il me revient l'honneur redoutable de présenter le conférencier de ce soir, Pierre Judet de Lacombe. Je dirais qu'en ce moment, nous ne nous quittons plus, puisque lundi et mardi, nous étions ensemble. J'avais la chance déjà de vous écouter, chance que j'ai depuis un certain temps. Et c'est ce bonheur que j'ai souhaité, cette joie intellectuelle, que j'ai souhaité partager avec vous, parce que ça fait partie de ces moments de joie qu'on a quand on a la chance d'être payé pour faire de la science, que d'écouter des orateurs brillants et qui vous font réfléchir, et quand ils parlent et après. Donc Pierre Judet de Lacombe est philologue, et je voudrais commencer par ça peut-être, parce que c'est une expression, enfin un mot qui mérite peut-être commentaire. Philologue, donc vous nous proposez de comprendre des œuvres de langage. Cette compréhension, et je pense que c'est extrêmement important, vous la revendiquez scientifique, car la philologie est une science. Tel est peut-être ce qui vous caractérise le mieux. Vous êtes un scientifique dans le domaine des lettres, lettres qui par faiblesse, ou le plus souvent par fainéantise, laissent les autres la définir en creux comme le domaine des sciences inexactes. Et je crois que votre parcours, votre œuvre est une manière de montrer comment on peut faire science dans le domaine des lettres sans en rabattre jamais pour ce qui est de l'exactitude ou de la robustesse de nos raisonnements. Pour vous donc, la philologie est une science marquée désormais par une division du travail scientifique, paléographie, métrique, herméneutique et critique, traduction, etc. Ce qui est le signe
précisément de sa scientificité. Tout comme le corollaire de la division du travail, les débats multiples, qui sont le fait même de la science. Mais il ne peut y avoir de débat, multiple ou non en science, sans un geste initial partagé. Et c'est ce geste initial partagé qu'il faut expliciter pour comprendre ce qu'est la philologie telle que la pratique Pierre Judet de Lacombe. Plusieurs formules permettent de préciser ce geste, mais j'en ai retenu une de Martin West, prononcée en 1998. Échille, c'est le grec. Formule que vous citez, et vous précisez aussitôt, le problème est pour nous de savoir quel grec il sait et déterminer ce qu'il fait de la langue qui n'est plus la même après le traitement qu'il lui impose. C'est alors la question philologique qui peut être énoncée. Quelle est l'individualité de la langue d'un auteur? Et je trouve qu'à travers cette question est résumée la démarche, me semble-t-il, de Pierre Judet de Lacombe. Une telle interrogation suppose, on s'en doute, un travail acharné, et nul ne s'étonnera dès lors de vous lire associer des jours fériés à, je vous cite, l'horreur ostensible des repos forcés et collectifs. Ça m'a rendu sympathique encore plus votre démarche. À ce repos collectif s'oppose le travail en commun, une communauté au sujet de laquelle j'aimerais lire ici une description, votre description, renvoyant par là même à l'ambiance de travail autour de Jean Bollack. La rencontre commençait par la reconnaissance immédiate et réciproque de droit. Droit de l'étudiant à en savoir plus, à étudier. Droit du professeur à ne pas savoir, à être inquiet sur ce que sa fonction l'amènerait à transmettre, à ne pas faire comme si, et à ouvrir, pour accéder aux œuvres enseignées, des issues risquées. Le risque est sans doute ce qui rend le mieux la portée profonde de la conception de la philologie qu'à la suite de Jean Bollack, vous incarnez, à travers un geste dans lequel vous rassemblez l'essence de ce qu'est le bollackisme. S'imposer, je vous cite, face à la lettre, de ne pas comprendre tout de suite, laisser leur chance aux phrases sans décider a priori de leur sens, c'est-à-dire de l'orientation qu'elles donnent, l'une après l'autre, dans ce qu'on appelle un discours, aux matériaux langagiers, historiques, anthropologiques qu'elles reconfigurent. Ne pas surplomber, mais se dire que les œuvres, si elles méritent d'être interprétées, sont, jusqu'à la preuve du contraire, porteuses elles-mêmes d'une idée de ce qu'est leur art, idée qu'elles tentent, tant bien que mal, d'inscrire dans la matière des mots. Cette conception, vous l'avez fait vivre à Lille, où vous avez longtemps enseigné, vous avez également dirigé, à la suite de Jean Bollack, le centre de recherche philologique entre 1986 et 1997, puis vous avez dirigé l'UMR dans laquelle ce centre s'est inscrit, et puis à partir de 2002-2003, vous avez été élu à l'EHESS comme directeur d'études, et j'ai la chance depuis 2015 de vous écouter en espérant vous entendre. Par l'exigence intellectuelle qu'il revendique, le bollackisme pourrait être associé à une sorte d'aristocratisme, d'excellence tournée vers quelques heureux élus et heureux élus comme moi, qui ai la chance de vous entendre. Rien ne serait plus erroné. Parce qu'elle se veut science, la philologie que vous défendez ne peut que s'adresser au plus grand nombre. Comme vous l'écrivez dans votre dernier livre, L'avenir des anciens, osez lire les Grecs et les Latins, la lecture est un droit. Je vous cite, le droit de comprendre ce qui est dit et écrit et de se faire comprendre, quel que soit son milieu ou sa langue d'origine. Parce que vous ne niez pas la réalité de la domination sociale, vous qui avez bien connu Pierre Bourdieu, vous n'hésitez pas à rappeler, je vous cite encore, qu'une culture n'est pas en soi bourgeoise. Ce qu'il est la fonction qu'on lui donne, avec les idées qu'on cherche à en tirer pour les inculquer. Il s'agit donc de donner, sinon rendre à la lecture une dimension démocratique, égalitaire. Égalitaire parce qu'elle se propose comme une excellence pour toutes et pour tous. Comme vous le rappelez, seule une connaissance approfondie de sa propre langue permet d'envisager une maîtrise des différents langages qui prétendent dire le monde. Les langues vivantes, les langues formalisées, en particulier la mathématique, et les langues propres aux sciences humaines et sociales. Une maîtrise de ces trois ensembles de langues libère de la domination des langues formelles, des langages formels. Et là, je vous cite, et j'en ai terminé, lire, prendre le temps de se rapporter personnellement à ces savoirs, de se les approprier, et donc politique. C'est aider les individus à exercer leur métier de citoyen. Et comme il s'agit toujours de se familiariser de manière ouverte, méticuleuse et libre à la pensée des autres, c'est aider à devenir citoyen d'un monde devenu internationalisé, amplifié, enrichi, partout par les cultures autres, monde à la fois plus ouvert et plus difficile.
Alors, puisqu'il s'agit d'aider les individus à exercer leur métier de citoyen, cher Pierre, aidez-nous. Oula. Non, merci Christophe, c'est impressionnant, je ne sais pas ce que je peux dire après ce poème. Et c'est vrai que, pour le dire en 2 mots, dire que si j'ai fait du grec, c'est à cause de mai 68. Bon, ça, on n'a pas l'impression que la philologie mai 68 est un lien direct, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que je sortais de Cannes, j'étais pas bon. Et puis j'arrive à l'université, et là il y avait des fous, des grands professeurs qui, alors certains étaient contre, mais surtout les plus enthousiasmants se disaient, mais l'université, son tort, c'est pas seulement qu'elle est bourgeoise, ce qu'elle était moins d'ailleurs que maintenant, mais c'est que c'est pas une université encore, c'est-à-dire qu'on n'y travaille pas assez. Et donc là il y avait Jean Bollac, qui était un jeune professeur, qui était plein de poésie, de culture allemande, de culture française, mais de grec aussi, et qui disait, voilà, dans Pindare, il y a énormément de poésie. Et donc, moi, petit cagneux, je veux dire, enfin, je ne vais pas apprendre quelque chose. Et donc, l'idée, c'est effectivement, c'est de lire les textes pour leur laisser une chance, c'est-à-dire c'est apprendre à se laisser surprendre par eux. Sinon, ça ne vaut pas le coup de passer sa vie, de s'esquinter à lire de l'Homère, de l'Échille, de l'Aristote. Il faut qu'on se dise, le principe, c'est que ce texte va me faire aller plus loin. Ça paraît un peu crétin, dit comme ça, mais c'est essentiel. C'est-à-dire, le philologue, donc celui qui travaille sur des œuvres de langage, c'est simplement ça que ça veut dire philologie, c'est celui qui se dit, le texte que je suis en train de lire est plus intelligent que moi. Donc je dois faire un effort, je dois me construire moi-même pour arriver à peu près à la hauteur de ce que ces auteurs ont pu vouloir dire. Et ça, je veux dire, c'est quel que soit le métier. Bon, Christophe a parlé de François Litsara, qui travaille sur des images et pas sur les textes. Il se trouve que nous travaillons beaucoup ensemble et en fait de la même manière. Il se pose la même question face à une image sur un vase. Il dit d'abord, je ne comprends pas. Là, il se passe quelque chose, sans doute quelque chose de spécifique. Alors lui, dans un autre discipline, bon, celui-là, il a 150 000 vases grecs, donc on a moins de textes tragiques ou épiques quand même. Mais c'est cette idée-là, c'est-à-dire se laisser surprendre, et c'est un peu là-dessus que je voudrais parler avec vous, et j'ai choisi exprès un texte de théâtre, plus un texte très lourd, très chargé de sens, d'interprétation, de philosophie, d'histoire, etc. C'est donc des extraits de la dernière pièce de la trilogie l'Orestie d'Échille, les Euménides, les Bienveillantes. Donc il s'agit du procès d'Oreste. Bon, ça, on va y revenir. Alors pourquoi un texte de théâtre? C'est que, justement, ce qui m'a été donné comme helléniste, comme philologue, c'est de travailler beaucoup, mais en tant que philologue, avec des gens de théâtre. Et quand quelqu'un qui est un metteur en scène ou un acteur vous dit « mais comment je vais représenter les Érénies? C'est quoi les Érénies ?» Et là, on se dit qu'il ne faut pas le tromper. Il faut vraiment dire la chose essentielle. Il ne faut pas arriver avec des tonnes de bibliographie, de culture, etc. Il faut que l'Érénie, c'est-à-dire donc la déesse de la vengeance, qui fait le cœur des Euménides, de l'Échille, ce soit une réalité vivante, dynamique, qui soit à la fois du temps, de l'espace, du langage, de la musique, un corps, etc. Ça, c'est le travail du metteur en scène. Mais le philologue, il arrive en disant... Pas simplement l'Érénie, c'est ça, c'est au 8e siècle avant Jésus-Christ, on commence à voir une Érénie dans Homère, etc. Ça ne l'intéresse pas. Il faut que l'Érénie, ce soit un choc, quelque chose qui fasse que le metteur en scène puisse travailler et ensuite dérouler son spectacle. Et ça, je veux dire que la confrontation que j'ai eu la chance d'avoir avec vraiment des metteurs en scène qui étaient des gens qui ne se pensaient pas comme des divulgateurs, comme des éducateurs, assez, quoi, mais c'était des artistes qui se disaient, voilà, il y a ces textes-là qui sont, bon, ils doivent être bons, puisqu'on en parle toujours, eh bien, on va essayer d'en faire quelque chose, on va essayer d'en faire un événement sans savoir au départ ce qu'on va dire. Et je veux dire, les metteurs en scène les plus passionnants avec qui j'ai travaillé, c'est-à-dire, c'était, entre autres, il y avait Ariane Nouchkine pour le Théâtre du Soleil, quand elle a monté les Atrides, et moi je faisais le philologue, je commentais vers par vers avec Jean Bollac, ou bien les gens de Marseille, au Théâtre des Bernardines, à Fourbeau-Mireguer, qui étaient des gens, donc qui étaient des artisans. C'est-à-dire quand ils commencent à monter une tragédie ancienne ou un drame moderne ou une pièce contemporaine, ils ne savent pas du tout ce qu'ils vont faire. Et c'est petit à petit, par la pratique, par les essais, qu'ils découvrent du sens à tout ça, en se posant des questions très matérielles. Comment je mets ça en espace? Je me souviens qu'une fois j'avais fait une traduction qui était mauvaise, j'en ai fait 3 de la même d'Échille. Et donc je vais donner à le metteur en scène Alain Fourneau de Marseille, il m'a dit, bon, le mythe, le tragique, la cité, le héros, bon, je te fais confiance, là, ça doit être dans ton texte, là.
Mais mon problème, c'est comment je vais mettre l'acteur sur la scène pour dire un truc pareil. Et c'est là qu'on s'est vraiment bien entendu, je refais ma traduction, que je trouvais mauvaise, mais lui a commencé à imaginer quelque chose de très simple, très matériel, en disant comment je peux faire de la musique alors que je n'ai pas les crédits pour faire de la musique, alors peut-être que je peux jouer sur plusieurs langues. Donc il a fait traduire ma traduction en russe pour qu'on ait même un chant de chœur à la fois en français et en russe. Comme ça, l'élément dépaysant de la tragédie se retrouvait dans des choses matérielles. C'était imprévu au départ. Et c'est ça qui est le point, c'est comment on peut arriver face à des textes classiques qui sont soumis à des strates comme ça d'interprétation, d'histoire, de tradition, comment on peut arriver à une certaine naïveté. C'est-à-dire qu'il faut arriver à une fraîcheur face à ces textes pour se laisser surprendre. Et quand on lit Homère, on est stupéfait de la profondeur de ce texte. Et vous direz ça, quelle que soit ensuite l'utilisation qu'on en fait. C'est-à-dire qu'on peut être philologue, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux textes pour eux-mêmes, donc on est littéraire, de manière. On peut être historien, on a besoin de lire une tragédie ou de lire Homère pour savoir comment c'était les mœurs à telle époque, comment ils pensaient le rapport entre justice et normes, etc., comment ils pensaient la société. On peut, il y a un problème pour un archéologue, évidemment, s'il se trouve à Troyes, il va se dire, oui, qu'est-ce qu'on dit Homère par rapport à ce que je vois. Donc là, le texte sert d'instrument. Mais même pour que ça fonctionne, que le texte fonctionne bien, il faut pouvoir entrer dans sa matérialité, c'est-à-dire sa lettre. Et au théâtre, c'est à la fois la lettre, c'est la musique qu'on a perdue, enfin on a la métrique, et c'était tout ce qui était mis en temps, mis en espace, qu'on a définitivement perdu. Donc on ne sait pas du tout comment ils replantaient les tragédies grecques, on sait que c'était des spectacles baroques qui coûtaient extrêmement cher, on sait que quand les Érénies arrivent sur scène, ça doit faire peur, et c'est un vrai problème pour un metteur en scène moderne de faire entrer le cœur des Érénies de manière que le public soit effrayé. Parce qu'après, il faut tenir 1h30. Avec comment on tient l'effroi. Alors l'effroi, c'est un thème, la terreur, c'est un thème dont on va parler, qui est ce que portent les Érénies. Comment on fait? Alors c'est justement ça que je voudrais voir avec vous, donc on va en lisant quelques textes, mais surtout, donc voilà, c'est dire, donc j'ai pris le drame, les Euménides, qui ont, dans la tradition française, c'est le drame considéré comme le moins tragique de toutes les tragédies. Alors bon, c'est pas très, pour que c'est pas Antigone, c'est pas Médée, c'est pas les Bacchantes, c'est pas l'Agamemnon d'Échille, où là c'est très sanglant. Parce que bon, vous connaissez l'histoire, c'est-à-dire que dans les Euménides, donc c'est la 3e pièce de cette trilogie donc de 3 drames, 3 tragédies liées d'Échille, qu'on appelle l'Orestie. Premier drame, Agamemnon rentre de Troie victorieux, mais il a dû, pour aller à Troie, tuer sa fille Iphigénie, donc sa femme l'attend. Et Agamemnon arrive en plus avec une captive, Cassandre, qui était la plus belle fille de Priam. Il dit à sa femme, oui, prends soin d'elle, parce que c'est un cadeau qu'on m'a donné, etc. Bon, donc Clytemnestre tue son mari, parce qu'il a tué Iphigénie, tue par la même occasion Cassandre, et ensuite l'amant, Égistre, reprend le pouvoir. Et donc ce qui est intéressant, sur le plan de l'action, on voit que à une royauté succède une tyrannie. Donc avec Égistre, c'est celui qui dit clairement, je prendrai tout l'or de cet homme que j'ai abattu, pour corrompre le peuple et donc asseoir mon pouvoir. Tyrannie, c'est très sombre, et la pièce d'ailleurs n'a pas de conclusion, ça finit de manière très abrupte. Deuxième pièce, 10 ans après, les coéphores, donc les porteuses de libation, c'est que c'est la tyrannie. Clytemnestre règne sur la ville, avec sur Argos, avec son amant qui est devenu son mari, mais elle a eu à faire un songe où en fait elle accouche d'un serpent qui lui mord le sein. Donc elle comprend que c'est Oreste qui va la tuer. Donc elle veut apaiser le mari qu'elle a tué, donc Agamemnon, en envoyant des libations portées par sa fille sur son tombeau. Et là, Électre rencontre Oreste et ils décident, donc ils mettent au point le plan pour tuer Égistre et Clytemnestre, ce qu'ils font. À la fin, Oreste tue sa mère. Alors on présente ça souvent comme un drame de la vengeance, il faut analyser, est-ce que c'est le matricide comme vengeance à l'intérieur d'une famille? Non, c'est une pièce très théâtrale, et Arianouchki, on a fait une chose absolument horrible, c'est-à-dire que tuer sa mère, c'est pas rien. C'est-à-dire que donc il faut une transe dionysiaque du fils qui va tuer sa mère, et donc même l'acteur, Simon Abkarian n'a pas supporté. Au bout de 2 ans, il n'en pouvait plus jouer ça. Donc c'est une pièce vraiment de l'événement tragique dans toute son horreur. Mais à la fin, Oreste devient fou, il est pris par les Érénies qu'on ne voit pas, qui sont les Érénies de sa mère, qui commencent à le poursuivre, une divinité de la vengeance. Les Euménies, donc les bienveillantes, qui est un contre-nom, c'est-à-dire que
comme dire les Érénies, ça porte malheur, donc on dit les bienveillantes, on dit le contraire de ce qu'elles sont, pour qu'elles, ne pas, les susciter. Donc d'abord on est à Delphes, où Oreste est venu se réfugier, parce que c'est le dieu Apollon qui avait dit de tuer sa mère, donc il est là, avec les Érénies. Alors il y a un problème de mise en scène, il faut choisir, est-ce qu'au début de la pièce on voit, comme je pense maintenant, après avoir pensé le contraire, etc., est-ce qu'on voit bien sur l'orchestra, donc la scène, les Érénies autour d'Oreste, et les Érénies sont épuisées parce qu'elles ont pourchassé Oreste, et alors on... Donc vous avez, ce qui est très intéressant, vous avez des divinités qui sont les divinités de la vengeance, de la mort, qui veulent prendre le sang d'Oreste, qui ronflent, qui sont comiques. Et donc ça commence par des ronflements. Donc on a la farce au milieu même du drame. Ça, c'est une dissonance là qui est tout à fait passionnante, alors que les Érénies doivent faire peur. Apollon, le dieu protège Oreste et lui dit « va à Athènes te faire juger ». Et donc Oreste s'enfuit pour Athènes, et là les Érénies suivent Oreste, et il y a un procès qu'elles acceptent, où Athéna ne sait pas quoi faire, alors elle se pose un problème. Je ne peux pas juger toute seule parce que il s'agit des mortels, et surtout il s'agit des divinités très puissantes, les Érénies, on s'en y reviendra. Alors elle trouve une solution tout à fait... Alors, quand on s'intéresse à l'histoire politique et à la théorie politique qui est passionnante, elle dit « moi seul je ne peux pas, un homme seul ne peut pas, donc un roi seul ne peut pas juger Oreste, il faut faire un conseil. » Donc c'est une justice populaire, donc d'un conseil, en prenant les meilleurs d'Athènes, et en disant « et moi je vote aussi ». Donc c'est comme ça qu'elle institue le tribunal de l'Aréopage, qui à Athènes effectivement est chargé de juger les crimes de sang, donc sur une colline juste à côté, ça jouxte l'acropole, là où il y a le temple d'Athéna, c'est une colline où il n'y avait rien, c'est une roche, il y avait simplement un peu, parfois pour le tribunal, bon, quelques constructions mais légères, et donc c'est là qu'en fait vont s'installer les Érénies, donc il y a toujours, maintenant c'est une chapelle, il y avait le lieu, donc on leur rend un culte. Donc les Érénies acceptent le procès parce qu'elles sont sûres de gagner, puisqu'il est vraiment coupable. Et le texte qu'on va lire, c'est que donc les Érénies ont accepté ce tribunal, ont accepté cette nouvelle loi, mais menacent, disent si jamais nous ne gagnons pas, donc c'est la fin du droit, il n'y a plus de justice, car elles, ce sont les déesses de la vengeance qui font que les décisions des dieux, les décisions de justice des dieux sont respectées. Donc ce sont, elles, comme dit Apollon, sont des bourreaux, mais celles qui poursuivent les coupables de manière qu'ils soient vraiment anéantis s'ils sont reconnus coupables. Alors, ça c'est le drame. Alors, ça passe pour la tragédie la moins tragique, parce que ça finit sur une conciliation. C'est-à-dire qu'il y a le procès, vote des Athéniens et d'Athéna. Alors, est-ce qu'elle vote ou elle ne vote pas? Ça, c'est un problème, moi je pense qu'elle vote. Égalité des voix. Donc, la moitié des Athéniens ont dit que Oreste était coupable. Enfin, c'est affreux de tuer sa mère, donc il faut être vengé, il faut être châtié. Apparemment la moitié moins un. Et l'autre partie a dit non, il n'est pas coupable. Mais Athéna a dit moi je vote pour Oreste parce qu'il a tué sa mère et moi je n'ai pas de mère. Parce que je suis né du crâne de Zeus. Donc la mère, ça ne m'intéresse pas. Donc c'est un argument quand même qui n'est pas universalisable. Et alors, d'où deux interprétations de la pièce. Ceux qui disent l'argument d'Athéna c'est n'importe quoi. Donc c'est un sophisme, donc cette justice n'est pas fondée, donc on est uniquement dans un rapport de force. Parce qu'Athéna dit après, comme les Érénies ne sont pas contentes évidemment d'avoir perdu, Athéna dit tu sais, j'ai la clé de la chambre où Zeus cache sa foudre, je peux, moi seul j'ai la clé, et je peux aller sortir cette foudre, et donc tu vas voir ce que tu vas voir. Mais je renonce, dit-elle. Alors, à nouveau, deux interprétations, ceux qui disent oui, la justice n'est pas une justice, ce n'est que de la violence déguisée, ou ceux qui, comme moi, sont naïfs, qui croient à la justice, qui disent elle renonce effectivement. C'est-à-dire qu'en renonçant effectivement à la foudre, donc au pouvoir de Zeus qui contre les Érénies, elle prend un risque. Donc moi je pense qu'elle prend un risque, et alors elle arrive à faire céder les Érénies. Les Érénies renoncent à vouloir contaminer de poison Athènes et de détruire la cité, parce que Athéna leur donne une place. Vous aurez une place ici, et c'est vous qui aurez à gérer toutes les affaires intérieures de la ville. Moi, je gère les affaires extérieures, c'est-à-dire le rapport avec les ennemis, donc c'est le rempart, et vous gérez la loi, c'est-à-dire ce qui fait qu'il y a rapport
pacifié entre les citoyens, surtout que quand il y a dissidence, quand il y a conflit, il y a un tiers, qui est la loi, qui permet de respecter l'harmonie, et donc vous serez la terreur qui fait que les Athéniens respecteront la loi. Bon, donc on a fait fin du drame, et donc à la fin tout le monde est content. Donc c'est une conciliation. Donc on a pu dire que voilà, c'est pas tragique, mais si, justement, c'est-à-dire la question c'est de savoir qu'est-ce qui se passe dans cette fable. Qu'est-ce que Eschyle a voulu montrer sur le plan politique, et surtout il le fait théâtralement. Ça c'est la question. On peut, d'un côté, il faut se dire, il y a une théorie politique qu'il développe, une analyse du droit, sans doute, comme on faisait à l'époque, comme la tragédie pouvait faire, de même que dans les Perses, il analyse ce que c'est que l'Empire, ce que c'est que la démocratie athénienne. Là, il analyse l'acte fondateur de la démocratie, c'est-à-dire la création du tribunal de l'Aréopage, qui doit, donc la montagne d'Arès, qui doit juger du crime le plus grand, c'est-à-dire tuer sa mère. C'est vraiment la révolte, c'est la violence la plus grande, c'est contre soi-même, c'est son propre sang que l'on répand. Donc c'est la violence la pire. Donc on peut dire que c'est une violence familiale, mais c'est la violence qui représente la dissidence, la destruction du lien social le plus important. Donc c'est un acte, tuer sa mère, c'est aussi un acte politique. Et c'est cela qui est choisi par Eschyle comme mythe fondateur de la démocratie, puisque, ça on verra, donc là on crée un conseil qui va voter, et c'est pour toujours. Alors, petite chose bien connue, c'est qu'on est en 458 avant Jésus-Christ, donc Eschyle qui était plutôt de gauche, qui était du côté des socialistes, des démocrates, etc., qui était lié à Périclès, tout ça, contre les aristocrates, écrit une pièce sur, il s'agit de la fondation de l'Aréopage, qui, 2 ans avant, avait subi une réforme radicale qu'on a considérée comme une révolution, en fait, qui est fondatrice de la démocratie. L'Aréopage existait avant la pièce, évidemment, mais ça existait comme un conseil des anciens, des anciens magistrats. Les anciens magistrats étaient strictement de l'aristocratie. Il n'y avait pas de magistrats qui venaient des classes populaires. Et donc c'était un conseil qui devait, de certaine manière, manipuler l'Assemblée, etc., où les aristocrates se retrouvaient entre eux et pouvaient donc décider de la politique. Mais on sait par ailleurs que cette fonction politique de l'Aréopage, comme une espèce de... comment dire, c'est pas un conseil constitutionnel, c'est pas comme ça, non, parce qu'ils n'avaient pas ça, mais c'est un conseil donc comme ça qui était où l'aristocratie ne discutait qu'avec elle-même. Sa fonction première, on le sait, c'était d'être un tribunal. Et c'est à cause du recrutement des membres de ce tribunal que petit à petit c'est devenu, par des pouvoirs adjoints, c'est devenu une assemblée politique. Mais d'abord, ça devait juger des crimes de sang. C'est-à-dire, effectivement, parce que le juridique et le politique étaient distincts, mais quand même étaient extrêmement liés dans cette démocratie, c'est-à-dire le crime de sang était la dissidence maximale, celle qu'il fallait à tout prix, résorber. Et donc un tribunal de crime de sang pouvait prendre un rôle politique énorme. Or, les démocrates, qui en avaient assez de ce pouvoir, de ce contre-pouvoir par rapport à l'Assemblée, ont fait voter par l'Assemblée, ce qui est une première fois, donc l'Assemblée a voté sa constitution, de cette manière. L'Assemblée a voté la limitation des pouvoirs de cet Aréopage en disant qu'il devrait désormais redevenir ce qu'il était à l'origine, d'après ce qu'on peut savoir, à savoir strictement un tribunal de crime de sang. Donc, comme dit Aristote dans la Constitution d'Athènes, les démocrates ont supprimé ce pouvoir politique qui fait que la politique se faisait à l'Assemblée. Et vous avez un grand historien contemporain qui s'appelle Christian Mayer, qui fait toute une étude de cette MEIER, de cette étude de cette révolution, c'est la révolution de Ephialtes, le démocrate qui a fait ça, après il a été tué. Donc c'est la première fois qu'on a un vote de l'Assemblée sur la Constitution d'Athènes, c'est-à-dire sur les pouvoirs des différentes institutions, et c'est la démocratie au sens non pas actuel où chacun, membre du peuple, a le pouvoir, c'est le démos contre les Aristotes, le démos contre les nobles, qui prend le pouvoir par un vote. Bon. Et donc pour lui, c'est le vrai acte fondateur de la démocratie athénienne. Eschyle était du parti de Ephialtes, où il y a Thémistocle, Périclès, etc. Mais il fait un drame où
l'aréopage est strictement un tribunal pour un crime de sang. Et en même temps, on voit bien que c'est la fondation de la démocratie. Alors ça, on va lire pour des textes, si vous voulez, pour essayer simplement de voir ce qui se passe. Alors, en ayant toujours en tête qu'il s'agit bien de théâtre. Donc c'est pas une dissertation, c'est pas un traité de Platon ou un dialogue de Platon, un traité d'Aristote sur qu'est-ce que la démocratie. Non, alors comme vous savez d'ailleurs, tous les textes théoriques sur la démocratie grecque ont été écrits par des antidémocrates. Bon, et on les a, le plus tôt c'est fin 5e siècle, et ensuite c'est Platon, Aristote étant plus modéré. Là, c'est un texte où visiblement on parle de la cité en prenant comme cas étonnant le matricide. Et Échille avait des mythes. Par exemple, on sait qu'il y avait des mythes compliqués où Oreste, matricide, a été jugé donc, sur la colline d'Arès, l'aréopage, que des cousins, cousines sont venus témoigner, etc., pour dire que c'était affreux ce qu'il a fait, tout ça. Mais il a été jugé par les 12 dieux, les dieux de l'Olympe. Il n'a pas été jugé par les mortels. Donc ça, c'est visiblement une invention d'Échille. Donc Échille invente ça. Alors quand on lit maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a donc des couches de texte, d'abord des éditions, avec des variantes depuis la Renaissance jusqu'à maintenant. Donc là, le texte n'est pas le même. Et on verra que, pour ceux d'entre vous qui savent un peu grec, je vais montrer à un moment, il y a une correction qui a été faite dans le texte grec, et ça change toute l'interprétation d'un passage. Ensuite, on a les interprétations. L'interprétation habituelle, qu'on nous ressasse tout le temps, c'est de dire qu'avec les Euménides, donc puisque un roi qui a tué sa mère, donc qui s'est vengé à l'intérieur d'une famille, sans passer par un tiers, sans passer par une institution, donc c'est la pure vengeance à l'intérieur d'une famille, donc ce crime, qui est de l'ordre de la vengeance, ensuite est déplacé et jugé par un tribunal public, donc là on passe du crime, de la vengeance, pardon, à la justice démocratique, donc c'est un progrès, donc on voit c'est la loi de la famille, la vendetta, au droit de la cité. Même chez Vernon, vous avez ça. Quand on lit les philosophes, alors il y a des philosophes qui ont parlé de l'Orestie, etc. Par exemple, Hegel, on a une interprétation qui ne dit pas du tout ça, qui, à mon avis, me paraît beaucoup plus fort, ça, on y viendra. Mais alors, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment... Échille est un historien du droit, il dit, voilà, d'abord il y a le droit de la famille, la vendetta, et ensuite, avec la malédiction, le mythe, les Érénies, blablabla, et ensuite on va passer au droit public. Ouais, sauf que les Érénies restent. Les Érénies sont bien celles qui vont, qui vont gérer la justice à Athènes. Donc, ce droit premier, le droit d'Oreste, là, il est bien conservé à Athènes. Donc, je ne peux pas dire qu'il soit simplement dépassé. Et pourquoi Oreste a-t-il tué sa mère? S'il n'y a plus de roi. Normalement, dans une cité avec un monarque, c'est le monarque qui fait la justice. Or, Clytemnestre l'a tué, le monarque, Agamemnon. Et pourquoi elle l'a tué? Parce que Agamemnon avait tué sa fille. C'est-à-dire qu'Agamemnon ne pouvait pas lui-même se juger. Donc, vous avez bien un droit public qui existait de type aristocratique, qui s'est effondré, arrive la tyrannie. Et donc là, Oreste, il n'a qu'une seule solution, c'est par ordre du dieu de tuer sa mère. C'est-à-dire que il n'a pas d'autre moyen pour Échille. Euripide dira oui, il n'aurait pas dû. C'est autre chose. Et ensuite, on s'est déplacé avec le tribunal. Mais est-ce que le tribunal est simplement la négation de cette forme? Et Échille dirait, voyez, on est moderne, et puis ces crétins dans les grandes familles, eux, ils vivaient avec un droit primitif. Certainement pas. Parce que ce que Ariane Nouchkine a bien vu dans sa mise en scène, elle dit, mais le seul personnage vraiment sympathique dans les Euménides, c'est pas Oreste, qui est un fantoche, Apollon, qui est une espèce de type là qui fait des raisonnements bizarres, Athéna est un peu dur, c'est les Érénies. On est attaché aux Érénies, parce que les Érénies, c'est le droit du sang, c'est-à-dire qu'elles rappellent le passé, elles rappellent les existences. On dit on ne peut pas oublier ça. C'est pour ça qu'elles sont filles de la nuit dans ces films, c'est-à-dire qu'elles sont filles du temps passé, de ce qui a disparu, de ce qu'on ne doit pas oublier, des douleurs qu'on ne doit pas oublier. Donc elles sont extrêmement, en fait, on est attaché aux Érénies, même si elles sont dégoûtantes, etc. Mais je veux dire, il y a quelque chose de la vie vécue dans les Érénies, beaucoup plus que chez Oreste, Apollon, etc. Donc il y a une valeur, ça. Et ça, donc un metteur en scène doit créer des êtres qui à la fois font peur et qui en même temps savent raconter les histoires des individus. C'est vraiment complexe. Donc est-ce que c'est encore du politique, ça? Est-ce que c'est encore du juridique? C'est un problème. Alors, si vous voulez, puisque je vois que l'heure avance, à quelle heure je m'arrête?
apparente. D'accord. Alors, vous n'êtes pas tous philologues hellénistes, bon, mais malheureusement, le monde n'est pas parfait. Ça serait un peu pénible quand même. Donc, je vous ai d'abord un chant de chœur que je vous ai mis en grec dans cette édition, qui est l'édition d'un philologue, d'un érudit anglais, Sommerstein, qui est dans l'édition commentée, qui est la plus pratique. Disons, vous avez un commentaire, vous avez le texte et comment on dit, un apparat critique avec les variantes. Bon. Et je vous ai donné en traduction, la traduction qui a été écrite par Jean Bollack et sa femme Mayotte Bollack, donc vous savez, ils ont écrit beaucoup, ils ont traduit de l'Euripide, ils ont traduit du Sophocle, enfin ça depuis pas mal d'années. Et bon, ça vous verrez quel français ils ont trouvé, parce que c'est pas facile de trouver un français pour la tragédie qui fasse entrevoir tout le travail sur la langue que fait Échille ou Sophocle, Euripide, et en même temps qu'il soit immédiatement perceptible, parce que c'est du théâtre, donc on ne peut pas simplement faire son Mallarmé, et donc même si c'est du niveau de Mallarmé comme poésie, mais on sait que le chœur était joué par, donc c'était pas des professionnels qui jouaient le chœur, c'était des citoyens qui étaient choisis, et donc ils devaient apprendre ça, donc une métrique hyper compliquée, une langue très compliquée, c'est même pas la langue d'Athènes, c'était le dialecte dorien, donc un autre dialecte, qui était lié au chant de chœur, donc, mais il devait être même extrêmement connaisseur de tout ça. Donc c'était une langue savante, mais qui était populaire, d'une certaine manière. Et donc, qu'est-ce qui se passe là? C'est-à-dire que les Érénies, ça va tout de suite commencer par une phrase, moi je ne suis pas l'interprétation donnée par Jean-Emmanuel Bollack, donc on est dans le chœur, chante, alors il n'y a plus personne sur la scène, et le chœur chante. Là, le chœur, ce sont les Érénies qui poursuivent au reste, donc elles sont actives, parce que l'idée d'un tribunal a été acceptée, maintenant ils vont voter. Donc on a eu les plaidoiries et arrive le vote. Donc on est dans un chant d'angoisse des Érénies, parce qu'elles ont peur de perdre, mais c'est aussi un chant de menace. Si elles perdent, il n'y aura plus de justice, il n'y aura plus de droit. Donc c'est ça qu'elles chantent. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que vous avez ces divinités qui bavent, qui ronflent, qui veulent, qui sont horribles, donc elles sont tellement laides qu'aucun dieu ne veut coucher avec elles, etc. Donc, elles sont à la fois très vieilles et vierges. Donc c'est une idée du temps, parce que ce sont les violences passées qui sont toujours fraîches, qui sont toujours là. Et il n'y a aucun compromis avec elles. On ne peut pas s'unir aux Érénies pour essayer d'avoir des enfants, etc. Non, elles, c'est strictement l'identique. C'est la violence passée qui doit être payée par une violence présente, et comme elles disent, elles le font payer en prenant le sang d'un criminel que les crimes de sang à l'intérieur d'une même famille. C'est pour ça qu'elles poursuivent Oreste qui a tué Clytemnestre, mais elles ne poursuivent pas, elles n'ont pas poursuivi Clytemnestre qui a tué Agamemnon, parce que Agamemnon n'est pas du même sang que Clytemnestre. Donc alors ça c'est une invention d'Échille. C'est strictement, comment dire, le rapport de sang à sang identique, puisque c'est même le même sang physiologiquement. Donc Oreste a tué son propre sang en tuant sa mère. Donc il s'est condamné lui-même à la mort, c'est-à-dire à vivre ce que sa mère a vécu, mais longtemps après. Donc les Érénies, donc dans leur vieillesse et dans leur virginité, donc elles sont sur le fait que le passé ne passe pas. Le passé, le présent, peut être l'irruption à tout moment du passé. Parce qu'on ne sait pas quand elles vont vous tomber dessus, les Érénies. C'est pour ça que Ariane Bouchkine m'avait dit pourquoi elles font peur. Ben c'est ça, c'est qu'elles peuvent, à tout moment, c'est le passé, ce qu'on a oublié, ce pour lequel on a fait des rituels, etc. Il y a une amnistie dans la cité, par exemple, on a dit les violences, on les oublie, maintenant il faut, pour la paix sociale, on oublie tout ça, ça surgit. Donc il y a un principe de vérité qui est extrêmement violent dans le surgissement du passé. Et alors, là, les Érénies commentent l'institution qu'a faite Athéna, qu'ensuite Athéna va produire, donc c'est un chant de chœur. Et ce qui est frappant, c'est que ce qu'elles disent là est parfaitement raisonnable. Et on verra que Athéna, dans un discours, et non pas dans un chant, va répéter quasiment mot pour mot ce que disent les Érénies après, en parlant de ce qu'est la loi démocratique. Donc c'est vraiment c'est surprenant. Alors, première phrase. C'est pour maintenant la révolution par les nouvelles règles, s'il emporte le droit et le crime de ce matricide, à savoir Oreste. Cet acte mettra désormais tous les mortels en accord avec le laisser-faire, souffrances nombreuses, blessures de la main des enfants, attendent les parents plus tard avec le temps. Bon. Donc là, ça veut dire si Oreste est acquitté, le matricide, eh bien aucun parent
pourra être tranquille, puisque donc un parricide, un matricide sera légitimé. Alors, c'est un texte qui apparemment est simple. La métrique, par exemple, est très très simple. Donc ceux qui connaissent ont immédiatement reconnu la forme Lécition, j'imagine. C'est-à-dire que c'est nun catastrophae nomon. Pam, 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 pam. C'est la base même de la lyrique. C'est-à-dire que donc ce sont des yambes, brève longue, papam, avec seulement une longue devant, pam, papam, papam, papam. Donc c'est un bloc. Là, il n'y a aucune. Souvent, c'est très compliqué la métrique. Là, non, il a pris la métrique minimale, lyrique, du chant, et après, il varie ça. Donc, il peut avoir, vous voyez, le vers suivant, tes, mion, ei, kraté, vous avez longue, brève longue, donc c'est une variation de ça. Vous pouvez enlever une syllabe ou pas, mais c'est vraiment. C'est le degré zéro de la métrique. Après, au-dessus du chant, il va introduire des formes un peu plus complexes. Et là, pourquoi j'ai pris ça, c'est pas pour faire le philologue simplement, il y a immédiatement un problème de texte. Parce que quand vous voyez en grec, alors ceux qui connaissent le grec, nun maintenant, catastrophae, ça veut dire catastrophe, c'est le renversement. Une chose tourne sur elle-même et de manière à tomber. Donc c'est le renversement. Et vous avez un génitif, alors, où là, le texte qu'on a mis en grec, c'est un texte corrigé, on a mis nomon, tesmion, des lois qui sont des lois. C'est pas bon ça. Et pourquoi quelqu'un a corrigé, au XIXe siècle? C'est parce que en grec, on a maintenant, sont les catastrophes des nouvelles lois. Nouvelles lois. Alors, vous voyez simplement comment on doit. On dit, mais bon, on peut dire c'est pas grave, tant pis, je vais retenter mes hérénies, etc. Mais on peut dire, mais là, il y a une phrase quand même où elle commente. Alors, maintenant sont les catastrophes nominatives des nouvelles lois. Ça a trois sens possibles en grec. Ou bien ce sont les catastrophes faites par les nouvelles lois, donc, comme on dit, un complément de nom génitif, subjectif, sujet. C'est possible, c'est rare. Ou bien ce sont les catastrophes que vont subir les nouvelles lois, génitif, objectif. On va renverser les nouvelles lois. Ça, c'est ce qu'on attend. Troisième possibilité, les catastrophes que sont les nouvelles lois. Génitif définitionnel. Bon, donc là, on ouvre ses grammaires, donc on a trois possibilités. Et l'helléniste, en général, il change d'avis. Il passe de l'un à l'autre. Moi, j'ai défendu pendant longtemps, j'ai même écrit, j'ai même, donc, du coup, dans la traduction qui a été jouée au Théâtre du Soleil, bon, c'était ça. C'est-à-dire que j'ai dit, mais c'est absurde que les hérénies qui représentent le droit ancien disent, attention, si Oreste est est acquitté, pardon, eh bien le nouveau droit, celui que vient de fonder là à l'instant Athéna, va s'effondrer. Elle s'en fiche, puisqu'elles sont, elles, pour l'ancien droit. Donc tout le monde dit ça. Donc j'avais dit, c'était Hélène Sixou qui traduisait, il faut dire les catastrophes que vont subir que vont provoquer les nouvelles lois. Sauf qu'en grec, quand on a catastrophae, néon, tesmion, on entend tout de suite, normalement, que ceux qui s'effondrent, ceux qui subissent une catastrophe, ce sont les nouvelles lois. Et alors un ami m'a convaincu que c'était plus intéressant, c'est l'interprétation la plus difficile, mais c'est la plus intéressante. Alors l'objection, mais pourquoi les hérénies s'intéresseraient-elles au devenir de ces nouvelles lois? Si, elles les ont acceptées, puisqu'elles ont accepté qu'Oreste soit jugé. Et là c'est là qu'on voit dans les mots, c'est très intéressant. Nouveau en grec, néos, c'est pas simplement le fait que c'est nouveau, que c'est récent. Nouveau, c'est toujours une insurrection. Il y a un désordre, quelque chose de nouveau est apparu. Le mot pour loi ou règle paraît bien, c'est tesmion, ça veut dire ce qui est posé, ce qui est établi, ce sont les institutions. Donc c'est ce qui est réglé. Loi serait trop limité. Donc déjà, dire nouvelles institutions, vous avez une contradiction dans les termes. C'est-à-dire que normalement, les lois sont anciennes. Donc c'est le tesmos, ce qui est établi, c'est quelque chose qui nous a été transmis par les générations. Donc dire déjà nouvelle loi montre qu'il y a un danger. Et quand on dit si Oreste est acquitté, ce sont les catastrophes des nouvelles lois, je pense que là c'est une vraie analyse de ce qu'est une réforme institutionnelle.
en disant, eh bien ce droit qui prétend être le droit, c'est-à-dire qui prétend reconnaître, si ce droit reconnaît ce qui est vrai, à savoir que Oreste est coupable et donc doit être vengé, et doit être châtié, pardon, ce que moi je représente, eh bien, si Oreste n'est pas acquitté, eh bien ce droit nouveau sera conforme au droit, puisqu'il sera conforme à moi. Si ce droit nouveau, cette règle nouvelle, absout Oreste, eh bien ce sera le contraire d'un droit, ça sera un effondrement du droit. Et donc vous avez mon avis, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Et moi je traduirais, maintenant ce sont les catastrophes des nouvelles lois, ou des nouvelles règles. Vous voyez, bêtement comme c'est en grec. Mais c'est pourquoi? Parce que les mots, mot après mot, c'est pour ça qu'il faut lire de manière très 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 lente, quoi. Mot après mot, on voit que c'est pas simplement un cri, une protestation des Irénies, elles analysent ce qu'est le droit. Et si on se souvient que nouveau en grec veut toujours dire quelque chose qui est une rupture, qui me casse, c'est pas simplement, encore une fois, ce qui est récent, c'est contraire à l'idée de règle. Et bien donc le nouveau droit sera un non-droit, c'est-à-dire va s'effondrer si jamais Oreste est acquitté. Et donc vous avez une analyse de ce que c'est. Alors maintenant, il faut imaginer que c'est au théâtre. Vous avez ces divinités répugnantes qui font de la théorie du droit. Alors on dit comment c'est possible, on pense que c'est exclu. Même après, on va faire une théorie de la démocratie. Disant qu'il faut voter modéré. Plus que vous le faites en ce moment, mais il faut voter modéré. Donc, troisième voie. Mais comment se fait-il que ce soit ces déesses, mais absolument répugnantes, qui juste avant ont chanté un chant magique autour d'Oreste, là il était resté sur scène, pour l'envoûter et pour lui sucer son sang. Donc Échille imagine ces personnages dionysiaques qui sont en délire, qui parlent de ce qu'est le droit. Alors après, ça devient tout à fait passionnant, enfin on peut continuer, donc il dit, voilà, si jamais il est acquitté, les parents, eh ben, donc c'est le laisser-faire, qui est un terme absolument pas tragique, alors là c'est vraiment le laisser-faire, laisser-passer, c'est vraiment le terme idéologique. Ça redevient tragique avec souffrances nombreuses, où là, si vous regardez en grec, vous avez beaucoup de syllabes brèves, donc le rythme s'accélère, toujours dans le même miracle. Blessure de la main des enfants, patéa prosmenei, patéa pros, patéa, vous avez trois brèves qui suivent, alors quand vous avez longue, brève, longue, là au contraire, c'est la même quantité, mais ça s'accélère. Donc là, on passe d'un langage, disons, théorique sur le droit à un langage vraiment tragique, de l'horreur. Blessure de la main des enfants, attendent les parents plus tard avec le temps. Une chrono. Alors, après, donc ça c'est strophe. Antistrophe, elles vont justifier. En effet, aucune colère de ces ménades gardiennes d'hommes. Alors, ça a l'air de rien. Les ménades, vous savez, ce sont les bacchantes, donc ce sont les prêtresses de Dionysos qui sont des folles, qui sont droguées, qui sont saoules et qui déchirent des chairs, donc qui font des actes horribles qu'on voit dans les bacchantes, justement, d'Euripide. Et mainades, ça veut dire, c'est sur le verbe mainomai, être fou, être en délire. Et alors, Échille s'amuse, parce que et en général, les ménades, elles ont les yeux vitreux, elles sont complètement hors du monde, quoi. Et il dit quoi? Elles sont gardiennes d'hommes, et littéralement brotoscopone, c'est-à-dire celles qui regardent, qui fixent les hommes, qui les surveillent. Gardienne, c'est peut-être un peu faible, elles surveillent les hommes. Alors pour un grec, c'est une contradiction. On ne peut pas être une ménade dans le délire et en même temps être comme un dieu qui regarde et qui voit qui est coupable et qui n'est pas coupable. C'est-à-dire que dans le regard de la justice, qui est le regard des dieux, on dit souvent que ce sont les dieux qui sont, en général, qui sont brotoscopoi, et qui regardent les crimes des hommes pour savoir qui vont juger et qui vont châtier. Là, ce sont des ménades, on est dans le délire. C'est-à-dire que le droit, c'est du délire. Mais le droit divin, c'est-à-dire le droit que les dieux savent régler, la justice divine, c'est du délire. Et ça, c'est passionnant. C'est-à-dire que normalement, le droit, c'est pas du délire, on espère. C'est-à-dire que les dieux, ils voient un coupable, et puis donc ils lui envoient la foudre, ils le châtient. Là, ce sont les ménades. La justice est garantie par la folie des ménades. Pourquoi folie? Parce qu'elles veulent boire le sang, elles veulent s'enivrer de sang. Donc vous avez toute une analyse extrêmement forte de la part d'Échille, c'est-à-dire c'est quoi le droit? Le droit, c'est pas simplement la règle de Zeus ou les règles transmises, le droit se réalise dans la vie concrète par la violence. Et c'est une violence bachique, c'est une violence dionysiaque, et du coup ça s'exprime dans le chant. Alors, le problème pour la tragédie, c'est de savoir, mais qu'est-ce qu'on fait de ça?
Est-ce qu'on le garde ou on ne le garde pas? Alors on verra que tout le discours d'Athéna va être de situer ça, non pas de l'éliminer, comme on dit trop souvent, c'est de le situer simplement, c'est de lui donner une place, mais une place bien définie. Alors elle continue. Donc en effet, aucune colère de ces Ménades qui surveillent les hommes ne montera à l'assaut de ses œuvres, donc ne va aller contre ces actes des parricides, et je laisserai passer toute mort. Donc la mort va être libre, ils publieront les malheurs des proches et chercheront à prendre l'un de l'autre la suspension et la relâche de la peine. Donc là c'est la communication sociale, ce qui fait que quand vous avez subi une lésion, vous allez savoir si le voisin a subi la même, on va essayer de se consoler. En vain, le patient conseillera des remèdes peu sûrs. Donc il n'y aura aucun remède. Donc c'est l'état de désordre total. Donc elles disent, si Oreste est acquitté par ce nouveau tribunal, eh bien c'est le non-droit. Donc c'est à ce moment-là qui se déchaîne. Donc elle a ce pouvoir-là. Et alors, ensuite la strophe 2 développe ça, que personne n'en appelle quand le malheur a frappé en clamant ce mot « Ô justice, au trône des Érénies ». Donc puisque justice et Érénies sont liés, puisque les Érénies, donc ce sont ces divinités du temps qui font qu'un crime ne peut pas rester impayé. Donc dans l'idée que le sang doit être versé, un deuxième sang doit être versé. Un père peut-être, une mère atteinte d'une souffrance inconnue pleurerait ce qui est à pleurer quand la maison de justice tombe, puisque effectivement à ce moment-là, il n'y a plus de maison. Avec l'acquittement d'Oreste, signifie qu'il n'y a plus de justice. Elle passe ensuite à la théorie politique qui sous-tend derrière tout ça. Alors c'est une vraie théorie de la démocratie, et je veux dire que nous, ça nous interpelle, parce qu'on peut se demander est-ce qu'on peut imiter cette démocratie, on peut dire est-ce que c'est pas pareil. Il est un lieu où la terreur est bonne. Terreur, c'est Dainon. Donc c'est vraiment l'effroyable. Ce contre quoi on ne peut pas résister. C'est pas la peur, simplement. C'est une chose qui vient vous posséder. Alors la terreur est bonne, pourquoi? Parce qu'elle est gardienne des pensées. Donc là, c'est vraiment surprenant. C'est-à-dire que c'est l'effroi, la terreur, qui fait que... là, elle emploie un mot, c'est comme aussi qui veille sur la pensée. Épiscopos, ça donnait notre évêque. Donc, mais c'est gardienne fixe, c'est-à-dire que la terreur, qui est normalement un événement, une chose qu'on subit, comme devant un monstre, devient quelque chose qui règle la pensée. Et il faut qu'elle y siège en permanence. Il n'est pas inutile que la force oblige à la modération. Modération en grec, c'est sophronein, c'est-à-dire avoir une pensée qui est sauve, c'est-à-dire qui se maintient elle-même, qui n'est pas en délire. Alors vous avez une vraie... C'est le contraire du délire. Sophronein, c'est-à-dire une pensée claire, rationnelle, qui sait décider des choses et qui est saine. Donc l'idée, c'est qu'il faut, pour avoir une pensée saine, il faut de la terreur. Et pour qu'il y ait la terreur, il faut qu'il y ait les ménades, les délirantes, derrière. Alors ça fait tout à fait... C'est tout à fait surprenant cette chaîne. Donc il ne s'agit pas simplement de dire ah il y a la loi, je la reconnais, c'est bien, je la respecte. Non, parce que spontanément on ne le fait pas. C'est ce qui va être dit par la suite. Alors là c'est une phrase, là je fais donc de la philologie, parce que vous avez une phrase difficile qu'on a corrigée en général à nouveau, mais là Jean Bollac et Maïl Bollac ont suivi le texte et je crois qu'ils ont raison. Donc il faut donner l'argument maintenant. Parce qu'après tout, on peut se dire pourquoi intérioriser cette terreur, j'ai qu'à faire ce que j'ai envie de faire, simplement. Alors, si l'on ne nourrit pas son cœur dans la lumière, ville ou personne aussi bien, donc question d'Athènes, qui donc s'inclinerait devant la justice? Alors, c'est très lapidaire. Alors, les Grecs devaient comprendre, nous, il faut faire pas mal de raisonnement, parce que ça paraît paradoxal. Pourquoi ils parlent de la lumière d'un seul coup? En grec, c'est phae. Alors les gens se sont dit, mais la lumière n'a rien à voir. En plus, ces Érénies, elles sont filles de nuit. Donc pourquoi est-ce qu'elles viendraient parler de lumière? Alors, au lieu de phae, donc c'est le datif du mot phaos ou faux, ça qu'on a dans phosphorant, donc la lumière. Des gens ont dit, voilà, il faut phae, brève, longue, puis il y a un phi, donc une lettre comme ça, donc il faut trouver l'équivalent. Ils ont mis la peur. Phobo. Alors vous avez une phrase complètement redondante, il faut de la peur, car si on n'a pas de la peur, etc. Donc c'est vraiment redondant. Phobo. Alors que là, il faut se dire, dans le texte, il me heurte. Alors on peut se tromper. Alors, Christophe a dit que la philologie est une science, alors je dis, elle n'établit pas des vérités, elle établit des arguments meilleurs que d'autres. Et ensuite, un autre philologue, moi-même, ou vous pouvez dire non, je ne comprends pas, c'est pas vrai, ça ne tient pas. Et je veux dire que très souvent, moi je n'ai pas traduit les Euménides, mais en traduisant
l'Agamemnon, les gens de théâtre me disaient mais là on ne comprend pas, donc c'est qu'effectivement je n'avais pas compris. Bon. Donc là, ce qu'on peut proposer, je pense, c'est que il faut nourrir son cœur dans la lumière. La lumière, c'est quoi? Alors ça, c'est une métaphore habituelle pour dire le succès, c'est le bonheur, la richesse, la prospérité, la paix, la joie. Tout ça, c'est la lumière. C'est-à-dire tout ce que donne la pensée saine. Il faut arriver à la pensée saine. Parce que si on n'arrive pas à la pensée saine, et donc au bonheur qu'elle produit, eh bien à ce moment-là, on n'a aucune raison de respecter la justice. Paradoxalement, c'est parce qu'on est heureux qu'on respecte la justice. Pour être heureux, il faut avoir une pensée, c'est la lumière. Il faut avoir le cœur dans la lumière, il faut le tourner vers ce qui est les bienfaits du monde. Et si, pour arriver à ça, il faut la terreur. C'est vraiment dialectique, il faut la terreur noire de la nuit, en intériorisée, pour avoir une pensée saine et qui fait qu'ensuite, on peut vivre bien. Conséquence politique immédiate, alors là c'est absolument surprenant, ne donne ton suffrage ni au régime anarchique. Alors anarchique, en grec, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire archique, c'est archer le pouvoir, et an, c'est la négation. C'est-à-dire le régime sans pouvoir, c'est la jungle, il n'y a pas de pouvoir, tout le monde le voit, ni à la tyrannie. Bon, en grec, c'est despotisme. Donc ni au pouvoir de personne, ni au pouvoir d'un seul. Donc ce sont les deux formes de régime les plus contraires. Donc il dit, partout c'est le milieu que fait régner le Dieu. Le milieu, c'est quoi? Ben, c'est la démocratie. Parce que dans démocratie, vous avez cratie, c'est le pouvoir, mais c'est le pouvoir de tous. Donc c'est un régime où, non pas anarchique, où il y a tout le monde, mais personne n'a le pouvoir, ni le régime de la démocratie, de la tyrannie où il y a le pouvoir, mais que pour un seul, c'est le pouvoir de tous, pas du peuple. Donc le pouvoir partagé. Donc pour lui, c'est ça, le milieu, je pense, c'est la démocratie. C'est pas une démocratie avec un peu d'oligarchie, ça je pense pas. Non, non. Enfin, je pense que moi c'est comme ça que je le. Et alors, après une phrase très difficile, alors, où il explique pour ça, partout c'est le milieu que fait régner le Dieu, donc la troisième voie, le milieu c'est toujours ce qui donc, fuit les deux extrêmes, c'est ce qu'il y a de plus stable. Et pourquoi? Il exerce différemment son pouvoir, le Dieu. C'est-à-dire que le Dieu est libre, lui il peut faire tantôt, alors en grec c'est plus précis, tantôt une chose, tantôt une autre. Un riche il peut le rendre pauvre, un pauvre il peut le rendre riche, etc. C'est l'instabilité, le Dieu, donc on ne sait pas ce qu'il va faire. Comme on ne sait pas ce que va faire le Dieu, mieux vaut suivre la ligne médiane, donc d'être en politique, donc être bien au centre, enfin, on n'est pas à Pau ici, mais c'est donc ni anarchie ni despotisme, c'est-à-dire je pense des modes démocratie. Et donc je vais dire le mot approprié, la violence, alors c'est hubris, c'est l'enfant incontesté de l'irrespect, donc du non-respect de la loi. De la santé morale, alors là vous avez à mon avis ce qui confirme la lecture que je vous ai, de la santé morale, donc c'est à la bonne pensée, en fait, procède l'opulence, aimée de tous, tant souhaitée. Et, bon, il me reste combien de temps? Il me reste 5 minutes. Bon. Et alors, à la fin, ce qui est intéressant, c'est que le cœur va développer toute une théorie du bien-vivre social et de la richesse. Il ne sera plus question du tout de tuer ou pas tuer sa mère. Il va dire qu'il faut respecter les lois, accueillir les étrangers, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on vit dans l'opulence. Tandis que si on veut amasser trop de biens, bon là je résume, eh bien à ce moment-là, on charge trop son bateau et on va sombrer. Alors c'est tout à fait surprenant parce qu'il n'est pas question de parricide. Il est question uniquement d'accaparement, des gens qui en veulent trop, la cupidité. Mais quel rapport ça a avec le parricide? Alors, c'est que, précisément, le parricide, c'est la violence suprême, c'est-à-dire, puisque vous tuez votre propre sang, donc vous tuez vous-même. Et donc, c'est la violence par excellence. Et pour elle, toutes les autres violences, dont le fait, par exemple, d'aller voler les biens du voisin, le fait de ne pas accueillir les étrangers, de ne pas respecter les dieux, donc, toutes ces violences, en fait, sont comme... Des reflets de cette violence initiale. C'est-à-dire c'est une violence contre soi-même, puisque Orès se tue lui-même en tuant sa mère, et celui qui veut accaparer des biens, en fait, va périr. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez à l'époque, au VIe siècle, déjà au Ve, des tas de textes qui parlent du fait qu'il ne faut pas vouloir trop, pas accaparer, etc. Souvent on n'arrête pas de faire la leçon comme ça. Mais la tragédie, c'est la seule forme de discours que je connaisse où on met
en parallèle et en rapport une théorie économique de la non-cupidité, d'un côté, et le parricide, en disant c'est la même chose, les Érini s'occupent des deux. Dans ce lot, on n'a pas besoin de parler du parricide pour dire que c'est pas bien d'aller voler les biens du voisin ou de charger trop sa barque. Donc on a une théorie économique de la mesure, du milieu. Là, vous avez une théorie, c'est tout à fait étonnant, ensemble, le crime dans la famille, le régime politique le meilleur, et ensuite le comportement économique raisonnable. Pour les Érénistes, c'est la même chose. Ça, je pense que c'est de l'analyse, c'est-à-dire qu'il analyse le concept du milieu, donc c'est le milieu qui fait que la cité peut tenir. Et donc elle dit, mais l'exemple suprême de tout ça, c'est le parricide. Donc au lieu de dire, vous voyez, qu'on passe d'une justice familiale, le mythe, la malédiction dans la famille, etc., une pensée ouverte politique, non, c'est que pour les Érini, c'est Oreste, ce qu'il a fait, pourtant voulu par les dieux, qui est l'exemple même de l'acte non politique, antipolitique. Problème, là je vais conclure là-dessus, c'est que si Oreste a tué sa mère, c'est pas par envie, même si, comme il dit dans les Coëphores, oui, je suis un peu pauvre, là, je voudrais récupérer le patrimoine. C'est Apollon qui lui a ordonné. Donc les dieux ont fait ça, c'est-à-dire que les dieux ont mis la société en crise, en obligeant Oreste à tuer sa mère. Et alors, là, simplement, je n'ai pas le temps, parce que le temps passe trop vite, mais Athéna va reprendre tout ça. Elle va dire, j'instaure un tribunal maintenant, vous allez voter, mais maintenant c'est vraiment définitif, c'est une loi. Alors elle dit de manière très bizarre, cette loi je l'instaure pour toujours, vous ne devez surtout pas la souiller par des changements en l'amendant. Donc ça c'est contre les aristocrates qui ont transformé l'aréopage. Et ça veut dire que ça c'est un contexte, c'est dur pour nous, pour les démocrates, et ça on le voit tout le temps, la loi c'est ce qu'il y a de plus antique, ce sont les lois ancestrales, c'est ça que... Il ne se présente pas comme un progrès venant après des siècles d'obscurantisme. On dit, nous, c'est la constitution première d'Athènes qu'on sauve. Et c'est ce que fait Échille en disant, cette loi, elle est là pour toujours. Et elle dit, il faut choisir, et cette loi, elle représente ce qui est ni anarchique, la loi de tout le monde contre tout le monde, ni tyrannique ou despotique, la loi d'un seul contre tout le monde. C'est exactement le milieu. Alors, c'est étonnant que Athéna, qui fonde l'aréopage, c'est-à-dire la démocratie, puisque la démocratie devra régler le problème le plus dur possible, à savoir quand le sang s'est révolté contre lui-même, quand on reste à tuer sa mère, c'est la dissidence la plus grande, c'est-à-dire que c'est la contradiction, la violence la plus forte. Athéna parle exactement comme les Érini. Alors elle ne chante pas, elle le dit dans un autre langage, et ça c'est un vrai problème, c'est-à-dire que la même chose, vous pouvez le voir du côté des Érini qui représentent le temps, qui représentent les existences, le droit des existences. Clytemnestre avait le droit d'être reconnu, elle pouvait ne pas être tuée. Donc il y a une vengeance nécessaire de Clytemnestre, donc Oreste doit être châtié au nom du temps, etc. Ça c'est le temps, disons, des individualités, le temps des êtres singuliers dans leur existence charnelle. C'est pour ça que les Érini sont attachantes, parce qu'elles ne sont pas formelles, elles ne sont pas du côté du droit, simplement. Elles disent le droit doit s'adapter à ça, à ce que je représente. Et ensuite, vous avez le langage politique souverain qui fonde une nouvelle constitution, enfin un nouveau régime, et qui reprend exactement les mêmes termes, mais non pas pour les individus, non pas parce que Clytemnestre a un droit, là c'est la cité qui doit rester elle-même strictement identique à elle-même, et qui doit se doter de l'institution qui permet de surmonter des violences du type du parricide. Donc ces deux points de vue, vous voyez, les deux divinités, Athéna, fille de Zeus, et les Érini, fille de nuit, peuvent dire la même chose, mais de deux points de vue différents. Et donc on va au clash. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'elles sont d'accord sur ce qu'est le bon pouvoir politique qu'elles sont fondamentalement d'accord, parce qu'il suffit que les Érini perdent le procès pour que toute cette construction qu'elles ont faite s'effondre. Il n'y a plus de droit, il n'y a donc plus de cité. Oreste est acquitté, les Érini menacent de se projeter, elles qui sont le venin, qui sont la stérilité, etc., parce qu'elles n'ont pas d'enfants, elles menacent, on peut dire, de se projeter sur toute la terre d'Athènes en disant il n'y aura plus de récolte, il n'y aura plus rien, donc c'est vraiment vous êtes stérile à jamais comme je le suis, mais pour vous c'est un désastre, et il faut que Athéna la convainque. Alors là on n'est plus dans le droit, on est dans le politique. Il faut que cette force de justice, de châtiment que sont les Érini, il faut que ça trouve sa place politique. Et le coup de génie d'Athéna, c'est de dire tu as une fonction éternelle, c'est toi qui vas gérer les affaires internes de la ville. Et moi, je vais gérer les affaires externes.
Donc tu es situé. Et donc la cité, là on voit dans Échille, c'est une espèce d'équilibre très fragile qui repose sur le lien entre les deux déesses. Et là où alors on est vraiment dans le théâtre, on n'est pas dans la théorie politique, même s'il y a beaucoup de théories, c'est qu'avec la réconciliation finale entre Athéna, c'est-à-dire Zeus, et les Érinies, c'est-à-dire la nuit, c'est-à-dire des divinités plus anciennes et des divinités qu'on ne voit pas, invisibles, ce qui est reconstruit par, là c'est vraiment génial, ça le théâtre peut faire ça, ce qui est reconstruit dans l'événement de l'accord sur scène entre Athéna et les Érinies, c'est l'unité du monde. C'est-à-dire que l'unité du monde dépend de ce qui va se passer sur scène. Donc ça dépend des arguments que vont échanger les personnages. Donc c'est pas comme si Échille arrivait en disant j'ai une théorie de l'unité du monde et j'en déduis ce que doit être la justice. Il dit voilà, la justice c'est un acte précaire, théâtral, donc il y a un rythme, mais aussi il y a des arguments pour et contre et on peut perdre. D'ailleurs là c'était une voie après. Eh bien c'est l'unité du monde, donc ce qui fait qu'il y a les divinités de l'Olympe et les divinités de la nuit qui sont maintenant en coexistence dans une ville située, c'est Athènes et non pas une autre. Eh bien ça dépend d'un acte de parole, d'actes qui ont lieu sur scène. Et donc les citoyens assistent à la genèse de la cité. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. C'est-à-dire qu'on ne leur raconte pas un discours, on ne leur raconte pas une histoire, on les fait assister avec les émotions, avec la musique, à l'acte par lequel la cité naît. Et comme dit Athéna, c'est pour toujours.